Au crépuscule d'une guerre mondiale qui engloutissait continents et océans, les commandants de U-boot de la Kriegsmarine virent surgir un phénomène qui défiait leur logique, leurs calculs et même leur orgueil maritime. Dans les profondeurs où régnait l'ombre, ils se pensaient maîtres de la mer. Pourtant, un adversaire inattendu les défia non par la ruse navale, mais par la puissance brute de l'industrie. La capacité prodigieuse des États-Unis à construire en un clin d'œil des navires marchands capables de transporter la guerre et la victoire au-delà des vagues. Cela dépassait leur entendement, comme si le métal lui-même s'était mis à pousser dans les aciéries. Le bruit des machines devint le pouls d'un empire industriel lancé contre les flots. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Pour les officiers allemands, chacun élevé dans une tradition où l'ingénierie était presque une religion, l'idée qu'on puisse construire un navire marchand en quelques semaines paraissait une hérésie. L'Allemagne, qui avait perfectionné l'art du sous-marin, ne pouvait imaginer que l'ennemi puisse remplacer aussi vite ce qu'il coulait. Le contraste entre les U-boots, fruits d'années de recherche, de précision et de secret, et ces Liberty Ships d'acier soudés, rapides à produire, devint un choc philosophique autant qu'opérationnel. Les dialogues se chargeaient d'incrédulité, et la mer, jadis complice, semblait soudain se ranger du côté de l'ennemi. La scène se déroulait dans l'Atlantique, où la nuit avalait les silhouettes et où le clapotis du sel contre la coque murmurait des présages. À bord du U-boot U-107, le capitaine-lieutenant Bruno Eckhardt scrutait au périscope l'horizon sombre. À peine quelques jours plus tôt, il avait envoyé par le fond un convoi solitaire. Mais déjà, les rapports signalaient qu'un nouveau convoi approchait, escorté par des destroyers. Il ne comprenait pas comment ces lignes d'approvisionnement demeuraient ininterrompues. Le flot semblait inépuisable, comme si un fleuve d'acier coulait depuis l'ouest. Les Liberty Ships n'avaient rien de gracieux. Ils étaient trapus, lents, et conçus pour la fonction plutôt que pour la beauté. Pourtant, leur puissance résidait ailleurs. Leur secret n'était pas une invention géniale, mais un système. Découper les tâches, standardiser les pièces, accélérer les délais. Des milliers de panneaux d'acier soudés remplaçaient les rivets. Les ouvriers, parfois sans expérience maritime, apprenaient vite, unis par un sentiment de devoir national. Les femmes, qui jadis n'auraient jamais mis les pieds dans un chantier naval, devinrent des maîtres de la torche, façonnant l'instrument de la victoire. Eckhardt s'étonnait des rapports provenant de l'intelligence. Au début, il croyait à une erreur. On annonçait des centaines de navires construits en quelques mois. Puis, les chiffres augmentèrent. 1000, puis 2000, et enfin 2710 en 4 ans. Pour lui, ces nombres n'étaient pas seulement stupéfiants, ils étaient terrifiants. Aucun torpilleur ne pouvait gagner contre un tel flot. Les U-boots, jadis redoutés, devenaient des loups attaquant un troupeau infini. L'image le hantait, chaque coup porté semblait disparaître dans le néant, noyé par la marée montante des navires américains. Dans un café enfumé de Brest occupé, 2 officiers allemands se disputaient. Le premier, pragmatique, affirmait que les Américains trichaient, qu'ils gonflaient les chiffres pour semer la peur. Le second, ancien ingénieur naval, fronçait les sourcils, serrant une feuille chiffonnée de rapports d'espionnage. « Ce n'est pas une ruse, disait-il, c'est la réalité. On trouvait une façon d'accélérer la production au point que nos efforts deviennent insignifiants. » Le serveur français, silencieux, écoutait, la tête baissée, comprenant que la guerre changeait de visage. Les Liberty Ships avaient une silhouette familière. Une proue simple, une cheminée trapue et des cales spacieuses. Leur moteur n'était pas le plus puissant, mais il accomplissait son devoir. Il transportait de tout. Nourriture, munitions, avions démontés, pièces de char, médicaments, vêtements, espoir. Les convois formaient des lignes interminables, escortés par les destroyers qui guettaient la moindre signature sonore. Les U-boots attaquaient, cernés par des grenades sous-marines, fuyant à la moindre alerte. Cette danse mortelle n'en finissait pas. Il se rappelait une mission au large de Terre-Neuve. Une tempête battait la mer, les vagues explosaient contre la coque et le vent hurlait comme une bête blessée. Pourtant, au milieu du tumulte,
Il aperçut un convoi. Les silhouettes dansaient entre les crêtes blanches. Il lança une torpille. Une explosion illumina la nuit. Un navire se brisa, sa proue se dressant avant de sombrer. Mais alors qu'il célébrait une victoire, il vit d'autres coques, serrées, avançant sans hésitation. C'était comme frapper un monstre qui repoussait aussitôt ses membres. La rumeur des chantiers navals américains traversa l'océan. On racontait comment on organisait la construction comme une symphonie industrielle, chaque section d'acier se rejoignant avec précision. À Richmond, à Baltimore, à Portland, les chantiers résonnaient. Des trains arrivaient chargés d'acier, de bois, de câbles, les ouvriers se pressaient, le soleil levant révélant des silhouettes déterminées. Ils ne savaient pas toujours où leur navire irait, mais ils savaient que là-bas, quelque part, des marins attendaient leur cargaison. L'Allemagne tenta d'ajuster ses tactiques. On équipa les U-boots de nouveaux détecteurs, de torpilles améliorées, et on multiplia les patrouilles. Mais chaque amélioration arriva trop tard. Les Alliés fissuraient le code Enigma, anticipaient les convois et renforçaient leurs escortes. La supériorité quantitative se conjugua à la supériorité informationnelle. Pour les commandants allemands, chaque sortie devenait plus risquée. Ils dormaient peu, mangeaient vite. Certains fumaient des cigarettes jusqu'au filtre, les mains tremblantes. Un jour, Eckhart rencontra un jeune officier sur le quai de l'Orient. Le garçon, fraîchement arrivé, arborait un uniforme impeccable. Il parlait avec passion de l'honneur de servir. Eckhart l'écouta, un sourire las aux lèvres. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme et dit « Le courage ne suffit plus. Notre ennemi n'est pas seulement sur la mer, mais dans les usines, les quartiers, les écoles. Ils se battent tous, chacun à sa manière. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit du jeune officier, qui comprit que la guerre n'était plus seulement affaire de navires et de torpilles. Les Liberty Ships, loin d'être de simples cargos, devinrent des symboles. Ils représentaient la résilience, la détermination et une croyance profonde en la victoire. Chaque navire portait un nom, souvent celui d'un héros inconnu, d'un poète, d'un scientifique ou d'une figure locale. Ces noms résonnaient sur les quais, rappelant que la guerre n'était pas seulement menée par les militaires, mais par des millions d'âmes unies. Eckhart, au fil du temps, perdit des amis. Certains U-boots ne revinrent jamais. On racontait des histoires d'épaves silencieuses, désormais refuges de poissons et de souvenirs. Les messes se multiplièrent. Les regards se firent plus lourds. Pourtant, il sortait encore, perché sur son conning tower, regardant l'horizon, espérant un signe. Il ne savait plus s'il cherchait un ennemi ou un sens. La nuit où il apprit que les Américains avaient atteint 2710 navires, il resta longuement immobile. Les vagues frottaient doucement la coque. Il pensa à sa mère, à Hambourg, à la rivière Elbe, aux bateaux qui glissaient sur l'eau. Il pensa à ce que signifie lutter contre un rêve collectif. Il comprit que cette guerre ne se gagnerait pas avec des torpilles, mais avec des usines, des idées et une force invisible. Il observait aussi la transformation de l'Europe, des villes noircies par les bombes, des ports silencieux, des quais désertés. Les Liberty Ships, eux, semblaient émerger d'un monde différent, où la guerre n'avait pas étouffé l'espoir. Chaque lancement était une fête, un rituel. On brisait une bouteille de champagne contre la proue. On applaudissait les ouvriers, les familles, les ingénieurs. Dans ces moments, le monde industriel se mouait en sanctuaire, célébrant une victoire avant même que la guerre ne s'achève. Eckhart repensa au récit de ses camarades. L'une d'eux, revenue d'une patrouille, avait affirmé avoir vu un convoi si vaste qu'il ne pouvait en compter la fin. Il parlait d'une ligne de navires qui disparaissait dans la brume. Le commandement allemand avait d'abord ri, croyant à une exagération née de la fatigue. Mais les rapports se multiplièrent, racontant la même histoire. Des colonnes de Liberty Ships traversaient l'Atlantique comme si les océans leur appartenaient. Les U-boots devenaient des ombres poursuivant un mirage. Les chantiers américains s'adaptaient sans cesse. On inventait de nouvelles techniques, on raccourcissait les délais, on testait des matériaux. Là où un chantier traditionnel aurait mis des mois, on ne parlait plus que de semaines, parfois moins. Ce rythme effréné transformait la guerre. Les officiers allemands, habitués à des cycles lents, étaient désorientés.
Ils avaient appris à calculer la capacité de production en années, désormais comptée en jours. Le temps lui-même semblait avoir changé de nature. Les journaux clandestins, transportés à travers l'océan, faisaient état de la mobilisation américaine. Les femmes prenaient la place des hommes partis au front. Les Afro-Américains, longtemps marginalisés, se joignaient à l'effort de guerre. Les usines tournaient jour et nuit. La lumière de leurs fours éclairait le ciel. Dans les restaurants, on parlait des quotas atteints, des records battus. La guerre devint une histoire de chiffres, mais derrière chaque chiffre se cachait un visage, une histoire, une promesse. Eckhart sentit une étrange admiration naître en lui. Il ne pouvait s'empêcher de reconnaître la grandeur de l'adversaire. Il se demandait s'il aurait pu, dans une autre vie, travailler sur ces chantiers, apprendre à souder, participer à ce vaste projet. La guerre brouillait les loyautés, mais elle révélait aussi la valeur humaine. Il se surprit à rêver d'un monde où les navires transporteraient non pas des armes, mais des livres, des outils, des rêves. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Pourtant, la guerre continuait. Les U-boots sortaient encore, chassant leurs proies. Ils attaquaient la nuit, se réfugiaient dans les profondeurs, attendaient en silence. Leurs équipages vivaient dans la peur. Chaque bruit, chaque écho pouvait annoncer la mort. Les grenades sous-marines explosaient, secouant la coque, projetant les hommes contre les parois. Certains ne remontèrent jamais. Dans les ports, les familles attendaient des nouvelles qui n'arrivaient pas. Un soir, alors que le U-107 glissait sous la surface, Eckhart entendit une histoire à la radio. Une ouvrière américaine racontait comment elle avait vu son premier navire prendre vie. Sa voix tremblait d'émotion. Elle parlait de ses mains, couvertes de brûlures, de la chaleur du métal, du bruit des marteaux. Elle disait que chaque plaque soudée était un message à son frère, parti au front. Eckhart resta silencieux. Il n'aurait jamais imaginé écouter une telle voix au milieu de l'océan. Les mois passèrent. Les Liberty Ships devinrent monnaie courante, presque banale, mais leur impact était profond. Ils apportaient non seulement des ressources matérielles, mais un message « l'Amérique ne fléchirait pas ». Chaque navire était une lettre adressée à l'Axe, affirmant la détermination d'un peuple. Les U-boots, malgré leur efficacité initiale, ne purent briser cette chaîne. Eckhart comprit alors que la guerre avait changé. Il ne s'agissait plus de victoire tactique, mais d'endurance. Les Liberty Ships incarnaient cette endurance. Ils n'étaient pas invincibles, beaucoup furent coulés. Mais pour chaque navire perdu, 2 autres prenaient la mer. C'était une leçon cruelle pour les commandants allemands qui voyaient leur succès se dissoudre dans un océan de métal. Un matin, la brume se leva, révélant une mer calme. À l'horizon, Eckhart aperçut une silhouette, il prit ses jumelles. C'était un Liberty Ship. Il observa sa démarche lente et régulière, comme un marcheur tranquille. Il ressentit une étrange paix. Il savait qu'il pourrait l'attaquer, le couler, mais il savait aussi qu'un autre apparaîtrait. Il abaissa les jumelles. Dans le silence du sous-marin, il sentit le poids de l'histoire. Il regardait l'horizon, songeant au lendemain paisible. Dans les couloirs humides d'un bunker de la Kriegsmarine à Brest, l'atmosphère était plus lourde que l'air salin venu de l'Atlantique. Les communications interceptées révélaient que de nouveaux convois alliés avançaient sans relâche. Chaque officier savait ce que cela signifiait. Les U-boots allaient de nouveau être envoyés dans l'abîme pour tenter. On dérodait une flotte marchande qui semblait littéralement se régénérer chaque mois. Les rapports indiquant le rythme de construction américain circulaient déjà, mais nombre d'officiers refusaient encore d'y croire. Comment un pays pouvait-il produire autant si vite sans compromettre la qualité? Comment les Américains pouvaient-ils lancer des Liberty Ships presque plus vite que les U-boots ne pouvaient les couler? Pendant ce temps, à Washington, dans les couloirs du War Production Board, ingénieurs, industriels et bureaucrates discutaient d'améliorations logistiques. Les chantiers navals ne dormaient jamais. Dès qu'un navire quittait la cale sèche, un autre prenait sa place, comme si la chaîne était animée par une énergie inépuisable. Les officiers allemands supposaient que la construction devait être désorganisée, fragile, dépendante de ressources rares.
Ils découvrirent bientôt qu'il n'en était rien. Un matin, le capitaine-lieutenant Hans Reuter, vétéran de l'Atlantique, reçut un rapport détaillant les observations d'espions allemands aux États-Unis. Les photos montraient des rangées interminables de coques en acier, alignées comme des voitures sur un parking gigantesque. Reuter fronça les sourcils. Il avait passé des mois en mer, risquant sa vie pour couler un seul cargo. Et voilà que les Américains en fabriquaient des centaines pendant son absence. Il se souvint du fracas métallique d'un navire coulé sous ses torpilles. Le triomphe, la fuite. Et pourtant, malgré la précision de ses attaques, la réalité industrielle américaine effaçait son succès. Ce n'était pas seulement la quantité qui déroutait les Allemands, mais la méthode. Les Liberty Ships étaient construits par assemblage modulaire. Des blocs entiers d'un navire étaient soudés séparément, puis réunis comme les pièces d'un gigantesque puzzle. Les chantiers recouraient à des ouvriers civils, souvent sans expérience, préalable, mais entraînés rapidement. Femmes et hommes travaillaient côte à côte, apprenant à manier le chalumeau, alignant des plaques d'acier, soudant dans les flammes bleues du progrès industriel. Le symbole de tout cela était l'image d'une ouvrière en bandana, levant le poing, déclarant « We can do it ». En Europe, l'image choquait. Comment un pays pouvait mobiliser autant de civils et maintenir une telle cadence? L'histoire d'un seul chantier suffisait à illustrer l'ampleur du phénomène. À Richmond, en Californie, Henry Kaiser transforma une étendue vide en le plus grand centre de construction navale du monde. Ses équipes, au début inexpérimentées, établissaient bientôt des records. Le SS Robert E. Peary fut assemblé en un temps stupéfiant. Des milliers de témoins observèrent le balai des grues, des soudeurs, des ingénieurs qui s'activaient sans interruption. Les journaux américains rapportèrent l'exploit avec fierté. Parlaient d'industrialisme miraculeux. De l'autre côté de l'Atlantique, l'état-major allemand était incrédule. Les U-boots, jadis terreur des mers, se retrouvaient en difficulté. Les convois devenaient plus nombreux, mieux escortés, mieux armés. Les attaques coordonnées, la tactique de la meute, perdaient en efficacité face aux escortes, aux destroyers, aux corvettes, aux avions de patrouille. Les Liberty Ships, même lents, possédaient la résilience nécessaire pour que la majorité atteigne leur destination. Chaque cargaison comptait. Nourriture, munitions, chars, avions, carburant. Le flux était ininterrompu. Les U-boots ressemblaient à des loups affamés, encerclés par une mer de proies trop nombreuses pour être toutes dévorées. Cette supériorité logistique américaine n'était pas un hasard, mais le fruit d'une planification colossale. Des millions de tonnes d'acier furent allouées, les usines réorganisées pour produire à une échelle industrielle jamais vue. Les usines automobiles fabriquaient désormais des moteurs marins. Les ateliers de chemin de fer se reconvertissaient dans la production de turbines. Le système entier était optimisé pour la vitesse. Les inspecteurs se déplaçaient en permanence pour s'assurer de la qualité, mais l'objectif principal restait la production massive. Même lorsqu'un navire coulait rapidement après sa première mission, cela importait peu. Il en restait des milliers pour le remplacer. L'ampleur du phénomène surprit les Alliés eux-mêmes. Les Britanniques, qui avaient souffert longtemps des pertes dans l'Atlantique, virent dans les Liberty Ships la planche de salut. Ces cargos apportaient une stabilité au fragile équilibre de la survie britannique. Sans eux, les îles auraient souffert davantage de famine, d'isolement industriel, d'asphyxie militaire. Churchill lui-même évoqua la gratitude envers l'effort industriel américain. Grâce à ces navires, des divisions entières purent traverser l'océan, des avions arrivèrent en caisse, prêts à être assemblés. Reuter, observant ces données, était en proie à un mélange de frustration et d'émerveillement. Il expliqua à ses officiers que chaque torpille tirée contre un Liberty Ship représentait une lutte contre la marée montante. Les U-boots étaient des prédateurs, mais les proies se multipliaient trop vite. Dans les messes, les conversations changeaient de ton. On parlait moins de victoire et plus de survie. Les jeunes officiers, pleins d'ardeur, découvraient qu'ils affrontaient non seulement les convois, mais toute une nation transformée en machine industrielle. La résistance montante des convois n'était pas seulement matérielle. Les marins qui servaient sur les Liberty Ships étaient de plus en plus aguerris. Les premiers équipages, souvent novicés, avaient cédé la place à des vétérans
ayant survécu à des attaques répétées. Il savait répondre aux dangers, renforcer les vigies, utiliser le zigzag, collaborer avec les escortes. Les Allemands remarquèrent rapidement le changement. Couler un Liberty Ship n'était plus un acte simple, c'était un duel. À mesure que la guerre avançait, l'arrivée de l'escorte aérienne transforma encore le jeu. Les avions de patrouille, équipés de radars, rendaient la Surface plus dangereuse pour les U-boots. Ruyter raconta une mission au large de l'Irlande. Son U-boot, émergé pour recharger ses batteries, fut détecté en quelques minutes. Une escadrille déboula de l'horizon, lançant bombes et torpilles aériennes. Il parvint à plonger, mais l'impact des charges de profondeur secoua la coque. L'air fut rempli de poussière et de cris étouffés. Le navire survécut, mais une fissure dans un réservoir devait être réparée avant le retour. Pendant ce temps, les convois passaient, escortés, invincibles. Les Liberty Ships, malgré leur apparence simple, représentaient l'âme de la logistique alliée. Leur cale transportait ce que la guerre exigeait. Chaque fois qu'un U-boot sombrait, c'était comme si une balance invisible penchait davantage en faveur des Alliés. Bientôt, l'Allemagne manqua de marins expérimentés. Les écoles accélérèrent la formation, envoyant des jeunes hommes presque sans expérience dans l'Atlantique. Ruyter observa leur départ avec un serrement au cœur. Les U-boots vieillissaient, mais la jeunesse embarquait, prête au sacrifice. Dans les chantiers américains, la production restait inébranlable. On expérimentait de nouvelles techniques pour réduire encore le temps de construction. La soudure remplaçait le rivetage traditionnel, accélérant le processus. Des convois entiers prenaient la mer chaque semaine. Sur les côtes, les familles regardaient les silhouettes sombres glisser vers l'horizon, important l'espoir d'une victoire lointaine. Ruyter apprit par la suite que certains Liberty Ships, malgré leur réputation de navires éphémères, continueraient de naviguer des décennies après la guerre. Cela renforça son respect. Il écrivit dans son journal « Nous avons faute non seulement contre des navires, mais contre une idée. Une nation capable de transformer sa volonté en acier a déjà gagné la moitié de la guerre. » Les commandants de la Kriegsmarine, malgré leur génie tactique, ne purent jamais complètement contrer cette marée. Les U-boots restèrent des symboles de courage, mais leur effet diminuait. La bataille de l'Atlantique, un temps incertaine, devint progressivement un fleuve dirigé par la puissance américaine. Lorsque les soldats alliés débarquèrent en Normandie, les Liberty Ships jouèrent un rôle essentiel. Ils fournirent les ressources nécessaires pour maintenir la tête de pont, chaque caisse de munitions, chaque baril de carburant, chaque ration provenait de leur cale. Ruyter, devenu un témoin passif de cette évolution, fut finalement relevé de son commandement. Il passa ses derniers mois de guerre à enseigner aux nouvelles recrues. Il leur parlait de la mer, des courants, des dangers. Il insistait sur l'humanité de l'ennemi. Il expliquait que leur mission, aussi noble fût-elle à leurs yeux, affrontait une machine plus vaste qu'eux. Certaines recrues sortaient de la salle avec un regard sombre. D'autres, ignorant du monde extérieur, retenaient surtout la gloire des anciens récits. Lorsque la guerre prit fin, les carcasses des U-boots gisaient au fond des mers, témoins silencieux d'un affrontement où la maîtrise industrielle l'avait emporté sur la tactique. Les Liberty Ships, eux, continuèrent de naviguer. Ils servirent au commerce, au transport humanitaire, à la reconstruction. Les quais du monde entier accueillirent leurs silhouettes familières. Leur nom devint un symbole de rapidité, de volonté, de victoire assurée par la logistique. À Brest, les ruines du port témoignaient encore du passage de la guerre. Ruyter, vieilli, se promena un jour sur les quais, observant les navires modernes. Il songeait à ses missions passées, à ses camarades disparus. Mais surtout, il pensa aux Liberty Ships. Ces navires simples, modestes, avaient redéfini la bataille navale. Ils avaient prouvé que la force ne résidait pas uniquement dans l'acier des armes, mais dans la capacité d'une nation à produire, remplacer, persévérer. Pour Ruyter, c'était la dernière leçon de la mer. Dans les derniers mois de la guerre, Hans Ruyter observait avec résignation les nouvelles cartes marines dispersées sur la table de son bureau. Chaque ligne bleue, chaque annotation,
rappelait l'immense étendue que les Liberty Ships avaient fini par dominer. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant,
Chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital vers la des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Il se souvenait des nuits froides en mer, lorsque son U-boot glissait silencieusement à travers les vagues, chassant des silhouettes lointaines. Les ordres étaient simples: interrompre le flux vital des Alliés. Pourtant, chaque victoire avait été effacée par la naissance de nouveaux navires américains. Reuter comprit alors que la bataille logistique avait été perdue bien avant la dernière torpille tirée. La mer chantait sous le poids de l'acier. Encore, l'hiver de 1944 s'annonçait plus rigoureux que prévu dans l'Atlantique Nord. Les vagues s'élevaient avec une violence presque consciente, frappant les flancs de chaque Liberty Ship avec un rythme implacable. À bord du SS Robert E. Peary, un officier américain observait les mesures de navigation sur son sextant, conscient que chaque minute passée dans ces eaux glaciales pouvait décider de la vie ou de la mort. Le navire n'avait subi aucun engagement direct, aucune attaque de sous-marins signalée, et pourtant l'angoisse persistait, alimentée par la connaissance des catastrophes précédentes survenues dans des conditions similaires. Les Liberty Ships étaient certes des prouesses industrielles, mais elles demeuraient des structures fragiles sous certaines contraintes. Les équipages, pourtant enthousiastes, n'étaient jamais totalement rassurés. Le chant du vent et le craquement des boulons semblaient raconter des histoires de métal récalcitrant, comme si le navire refusait de se plier à la volonté humaine. Dans les bureaux de la Maritime Commission à Washington, les ingénieurs analysaient les derniers rapports de production et de livraison. Les chiffres défilaient avec une précision presque clinique. 1240 navires livrés au cours des 6 derniers mois, 650 autres en cours de construction, et une estimation de production prévoyant 2710 unités en 4 années. L'ampleur du programme dépassait toutes les prévisions initiales. Chaque Liberty Ship représentait non seulement du tonnage, mais aussi un symbole tangible de la capacité industrielle américaine à transformer la matière brute en un outil stratégique. Les décisions prises à ce niveau avaient un impact direct sur les commandants de la Kriegsmarine, dont les plans méticuleusement élaborés étaient continuellement contrecarrés par cette cadence effrénée de construction. Hans Reuter, commandant du U-123, avait d'abord cru que le nombre de navires ennemis pouvait être maîtrisé par des patrouilles coordonnées et des embuscades calculées. Les doctrines de la flotte sous-marine allemande avaient été développées dans un contexte où la supériorité technologique et le secret stratégique semblaient suffisants. La formation des commandants incluait des simulations précises de traque, des calculs de portée des torpilles et l'étude des modèles de Prevlacha, convoyage allié. Pourtant, aucune préparation théorique ne pouvait anticiper la réalité d'une industrie capable de remplacer un navire coulé en quelques jours. Cette réalisation produisit un effet psychologique dévastateur. L'idée même de ralentir l'ennemi par l'attaque directe perdait de sa signification lorsque la production adverse se révélait inépuisable. À Norfolk, les chantiers navals résonnaient du martèlement incessant des rivets et des torches de soudage. Des centaines de travailleurs se déplaçaient avec une synchronisation presque militaire, transportant des sections préfabriquées, ajustant des plaques d'acier avec précision, soudant des jointures selon des séquences optimisées. Parmi eux,
des femmes et des hommes, formés sur le tas ou transférés depuis des industries civiles, formaient une chaîne humaine où chaque geste comptait. Les Liberty Ships, souvent décriés pour leur vulnérabilité aux fissures et aux ruptures soudaines, représentaient néanmoins l'apogée d'une ingénierie pragmatique. Le personnel travaillait en respectant des protocoles stricts de séquence, de refroidissement et de renfort interne, chaque étape étant vérifiée par des superviseurs expérimentés. Les tensions internes dans les métaux, qui avaient causé des fractures catastrophiques dans les premiers modèles, étaient désormais surveillées et distribuées de manière à minimiser le risque. Ce niveau de détail industriel ne pouvait pas être ignoré par les observateurs ennemis. Les archives allemandes contiennent des notes témoignant du choc des commandants de sous-marins confrontés à cette réalité. Les journaux de bord mentionnent des convois de 100 ou 200 Liberty Ships se déplaçant avec une régularité presque indifférente aux patrouilles de l'Axe. Les stratégies initiales, fondées sur la concentration des forces, échouaient face à la dispersion massive et à la rapidité de remplacement des pertes. La communication entre les U-boots, bien que sécurisée, ne permettait pas de coordonner des attaques d'une ampleur suffisante pour provoquer un impact stratégique significatif. Chaque torpille expédiée, chaque navire coulé, semblait disparaître dans un océan de métal neuf, le moral de l'équipage ennemi subissant l'effet cumulatif d'une frustration croissante. Dans la perspective américaine, cette dynamique était le résultat d'une planification industrielle minutieuse et d'une vision stratégique audacieuse. Les sections préfabriquées, conçues à Richmond et à Baltimore, étaient standardisées pour assurer une interchangeabilité maximale. Les chantiers utilisaient des modèles tirés de plans britanniques éprouvés, mais adaptés à une production de masse américaine. L'efficacité de ce système permit non seulement de répondre aux besoins logistiques immédiats, mais aussi de créer un effet psychologique indirect sur l'ennemi. Chaque Liberty Ship lancé représentait un message silencieux mais clair. L'Atlantique ne pouvait plus être maîtrisé par une force limitée. Reuter observait les cartes et les rapports avec un mélange de fascination et d'incrédulité. Les noms des navires défilaient. SS John P. Gaines, SS Robert U. Perry, SS Joseph N. Teal. Des chiffres précis accompagnaient chaque manchon, indiquant la durée de construction, les dates de lancement et le tonnage transporté. Pour un commandant de la Kriegsmarine, la logique conventionnelle ne pouvait expliquer cette cadence. Les navires n'étaient pas seulement nombreux. Ils semblaient résister aux conditions auxquelles les prédictions basées sur la vulnérabilité matérielle les auraient condamnés. Le moral et la discipline des équipages allemands furent alors mis à l'épreuve par la répétition incessante de ce constat. Chaque victoire tactique perdait rapidement son importance face à l'abondance industrielle alliée. À bord du U-123, les hommes commentaient fréquemment les rapports interceptés sur les convois. Les officiers supérieurs notaient la proportion de navires couverts par des escortes américaines, calculant le risque relatif de chaque attaque. Les calculs, pourtant précis, étaient systématiquement dépassés par la réalité. La perte d'un ou deux navires ne ralentissait pas la livraison globale. Les Liberty Ships pouvaient transporter des milliers de tonnes de matériel, de munitions et de vivres, et ce flux continu réduisait l'effet de toute interruption temporaire. La guerre de sous-marins, qui avait été pensée comme un outil capable de changer le cours des campagnes, se heurtait à une réalité qu'aucune stratégie purement militaire ne pouvait contrer. Pendant ce temps, les chantiers américains affinaient les processus de formation et d'assemblage. Les nouvelles recrues, souvent issues d'industries civiles, étaient rapidement intégrées dans des équipes mixtes, utilisant des méthodes de supervision rigoureuses. Les instructeurs insistaient sur la précision et la rapidité, mais aussi sur la compréhension des contraintes physiques du métal. Les erreurs étaient corrigées immédiatement, les séquences de soudure ajustées pour équilibrer les contraintes et minimiser les risques de fissures. La répétition et la standardisation créaient une confiance collective dans le processus, chaque navire étant le produit de l'expérience cumulative de milliers de travailleurs. Dans les communications codées interceptées par les Alliés, certaines notes allemandes exprimaient une frustration ouverte. Des messages de commandants de flottille mentionnaient leur incapacité à endiguer la marée de tonnage ou à frapper un impact durable sur les routes logistiques. Ces témoignages révèlent le choc psychologique que représentait la réalité industrielle américaine.
L'obsession allemande pour la précision et la fancelle, perfection technique, se heurta à une approche pragmatique et quantitative, où le volume et la répétition surpassaient la finesse individuelle. Chaque Liberty Ship coulée était rapidement remplacée, et l'effet stratégique diminuait à mesure que la cadence de production s'accélérait. Les rapports américains soulignent également le rôle des innovations organisationnelles. L'utilisation de sous-assemblages, la standardisation des pièces et l'intégration des chaînes de montage dans des complexes industriels gigantesques permirent non seulement d'accélérer la production, mais aussi de réduire le risque d'erreur humaine. Les ingénieurs surveillaient en permanence les contraintes internes et ajustaient les séquences pour prévenir les ruptures structurelles. Ces mesures, bien que simples dans leurs principes, furent essentielles pour maintenir le flux de navires à un rythme record. Les travailleurs, conscients de l'importance stratégique de leurs tâches, comprenaient que chaque action individuelle contribuait à un effort collectif dont l'impact dépassait la simple construction d'un navire. Dans le froid de l'Atlantique, Reuter sentit la réalité s'imposer de manière inéluctable. La Kriegsmarine ne pouvait pas rivaliser avec une production industrielle capable de remplacer systématiquement les pertes. La guerre, telle qu'elle avait été conçue dans les écoles navales allemandes, ne pouvait pas anticiper une telle échelle logistique. Les Liberty Ships représentaient un témoignage silencieux mais irréfutable de la supériorité industrielle alliée et de l'effet psychologique que cette supériorité imposait à l'ennemi. À New York et Baltimore, les navires continuaient de sortir des chantiers, leur production désormais optimisée et stabilisée. Chaque lancement était un événement célébré, un indicateur tangible de la transformation de la guerre en une question de logistique et de capacité industrielle. Les commandants allemands, malgré leur expertise, ne pouvaient que constater l'effet cumulatif de cette stratégie. Les mois suivants confirmèrent cette transformation. Les convois alliés devinrent des flottes massives et régulières, protégées par des escortes et appuyées par des stratégies aériennes efficaces. L'obsession allemande pour la destruction individuelle des navires s'avéra insuffisante pour arrêter un flux continu. Les pertes tactiques étaient rapidement compensées, et la perception de l'inefficacité stratégique commença à miner la confiance des équipages. Les journaux de bord allemands mentionnent désormais des expressions comme « fatigue morale » ou « effet démoralisant » de l'inépuisable production américaine. Les Liberty Ships, au-delà de leur rôle pratique, devinrent des symboles de la résilience américaine et de la capacité d'adaptation industrielle. Leur succès résidait non seulement dans la technique et la rapidité de construction, mais aussi dans la compréhension profonde des contraintes physiques et humaines. Chaque soudure, chaque plaque d'acier ajustée, chaque processus standardisé contribuait à une démonstration tangible de supériorité systémique. Les commandants de sous-marins allemands durent reconnaître cette réalité. La guerre n'était plus seulement une question de compétences militaires, mais également de capacité à transformer le potentiel industriel en avantage stratégique. Enfin, les flottes alliées, renforcées par les Liberty Ships, purent maintenir un flux constant de matériel vers l'Europe et le Pacifique. La Kriegsmarine, malgré des tactiques toujours audacieuses, ne put inverser la tendance. Les navires américains incarnèrent la nouvelle réalité de la guerre. L'endurance, la répétition et la standardisation surpassaient la bravoure individuelle isolée. Hans Reuter nota avec franchise: « Nous n'avons pas seulement affronté des sœurs, nous avons affronté la machine invisible de l'industrie, et nous avons perdu. » Cette phrase résume l'essence même de la confrontation. La guerre moderne avait déjà été décidée par la cadence incessante des chantiers et l'application rigoureuse de méthodes industrielles à une échelle sans précédent. Ainsi se clôt cette phase de la guerre, où le métal, le haut printemps de 1945, l'Atlantique semblait dompté par la force tranquille des convois alliés. Les Liberty Ships, désormais familiers aux marins américains et redoutés par la Kriegsmarine, poursuivaient leur traversée avec une régularité implacable. À bord du SS Robert E. Peary, l'équipage avait appris à lire les signes de la mer et du vent, à anticiper les creux et les rafales, à se déplacer avec précision sur le pont glacé. Chaque navire lancé depuis les chantiers de Norfolk ou de Baltimore représentait non seulement une cargaison de matériel vital, mais aussi un message silencieux à l'ennemi. La machine industrielle américaine ne faiblirait pas. Pour Hans Reuter et son équipage,
L'expérience accumulée au fil des missions ne suffisait plus à masquer l'impression d'inéluctabilité. Chaque torpille expédiée contre un Liberty Ship semblait disparaître dans un flux constant de métal neuf. Les rapports allemands exprimaient une fatigue morale croissante. La répétition des succès tactiques, censés infliger des pertes décisives, n'avait aucun impact stratégique réel. La guerre industrielle alliée avait imposé une réalité nouvelle, où la standardisation, la production de masse et la logistique surpassaient la précision et le courage individuel. Dans les ports américains, la cadence de construction continuait de surprendre les observateurs les plus expérimentés. Les équipes de soudeurs et de riveteurs travaillaient avec une synchronisation presque militaire, utilisant des sous-assemblages standardisés pour réduire les erreurs et accélérer les lancements. Les chantiers représentaient un ballet industriel où chaque geste, chaque soudure et chaque inspection contribuaient à un effort collectif coordonné, transformant des milliers de tonnes d'acier en instruments stratégiques. Les Liberty Ships devenaient ainsi des symboles tangibles de la supériorité systémique américaine, de la résilience logistique et de l'ingéniosité appliquée à l'échelle industrielle. Les commandants de sous-marins allemands durent adapter leurs tactiques, privilégiant la prudence et la furtivité, évitant les convois massifs trop protégés. La supériorité technique et la bravoure individuelle restaient essentielles, mais elles ne suffisaient plus face à un ennemi capable de remplacer instantanément chaque perte. La guerre n'était plus seulement maritime. Elle se jouait dans les ateliers, les bureaux de planification et les lignes de production, où la constance et la guerre, la répétition, devenaient des armes invisibles, mais redoutables. Ainsi, à mesure que les derniers mois du conflit approchaient, les Liberty Ships traversaient les océans comme des témoins silencieux de la transformation de la guerre. Leur nombre et leur résilience redéfinissaient la notion de puissance, démontrant que l'industrie, la standardisation et la discipline collective pouvaient infliger une victoire stratégique avant même le dernier combat naval. Chaque navire lancé incarnait une force inarrêtable, un symbole durable de la capacité américaine à transformer l'acier et le travail humain en supériorité concrète sur l'adversaire. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.